Bon, alors, allons voir ça. Donc, je vais vous montrer mon Scoopit. Dans Scoopit, c'est quoi? Vous connaissez le principe, c'est à peu près le même principe que Facebook. Quand vous tombez sur quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez mettre l'URL sur le mur pour montrer à tout le monde ce que vous avez trouvé d'intéressant. Mais Scoopit, c'est vraiment de la syndication, c'est-à-dire que ça sert à... euh, les gens peuvent s'abonner en fait à votre flux. Alors moi j'ai un Scoopit qui me permet d'avoir jusqu'à 5 rubriques. Et ça c'est payant, mais le Scoopit gratuit, en fait c'est une rubrique. Vous pouvez avoir une rubrique, vous l'intitulez comme vous voulez. Et alors ce que je voudrais, c'est que vous en ayez un. Alors c'est pas débile de vous demander ça parce que moi-même, en tant qu'étudiant à l'université, c'est ce qu'on m'a demandé en fait. On m'a demandé de faire mon Scoopit pour qu'on puisse, entre étudiants, se partager des infos sur certains sujets. Donc le Scoopit qu'on m'a demandé de faire, c'est celui-ci. Parmi les 5 rubriques, c'est un Scoopit sur les nouvelles technologies pour l'apprentissage en milieu scolaire. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui ne vous intéressera pas énormément. C'est du multimédia, c'est l'utilisation des tablettes, de la réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Dans les formations en fait. Modèle de la communication, blablabla. Par contre, il y a d'autres rubriques qui pourraient vous intéresser. C'est la rubrique de la veille technologique, que je ne remplis pas souvent, il faut bien le dire, et la rubrique de l'infographie. Et puis j'ai encore une autre rubrique, deux autres rubriques. Le Serious Game, donc c'est porteur pour l'instant. Il s'agit dans l'éducation de développer des jeux, donc un peu ludiques quand même, un peu similaires aux jeux qu'on trouve dans le commerce pour jouer, quoi. Mais sauf que le but est d'apprendre, en fait. Les jeux sérieux. Le Serious Game. Et j'ai une autre rubrique encore spécialisée dans la création d'applications pour iPad, Android et smartphone. Donc là où je mets des informations et des exemples de DPS, e-book, applications iPad, etc. Bon, ça non plus, ça ne vous intéresse pas. La seule qui va vraiment vous intéresser, les deux seules, c'est peut-être l'infographie et la veille technologique. Alors, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur mon Scoopit, vous pouvez, si vous avez déjà un ordinateur. Sinon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, parce que je vais vous montrer un peu. C'est donc cette adresse-ci, scoop.it/u/Thierry Dambermont. Vous mettez le nom d'utilisateur que vous voulez. Quand vous allez créer votre Scoopit, si vous voulez mettre un pseudo pour ne pas être reconnu, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Je ne vous demande pas de vous exposer sur la place publique. Alors, je vais aller dans l'infographie ici. Et, ah tiens, j'ai mis une petite info. Et si j'avais été malin, j'aurais vu que c'est... Tiens, ouvre ses portes les 13 et 14 mars. C'est quand ça, les 13 et 14 mars? C'est vendredi, samedi. Ah, tiens, et jeudi, c'est ouvert aussi? Ou pas? Ah oui, bon. D'accord. Donc c'est seulement vendredi et samedi, la JPO. Ok. Bon, ça c'est un truc que j'ai mis hier sur Illustrator. Comment faire un plan dans Illustrator. Ça, c'est au niveau culturel, culture graphique. Donc, ce sont des images un peu recherche graphique. Ça pourrait vous intéresser vachement. Comment être remarqué en tant que photographe professionnel. Voilà, c'est un truc que j'ai trouvé, 23 minutes sur YouTube.
Si vous regardez, vous me direz ce que vous en pensez, ce que ça vaut. Ok. Bon, sur le V850 Pro, le scanner, sur des chartes de calibration de scanner pas chères, chez colored.de. C'est un vieux truc ça, hein. Ça existait déjà il y a 10-15 ans. Les chartes IT8, en fait, les targets IT8, c'est pour tous les scanners. Mais il existe plein de chartes différentes sur 35 mm, sur Ekta, sur papier Agfa, sur papier Fuji, sur papier Kodak. Il y a des papiers qui n'existent plus sans doute. Okay. Lesquels n'existent plus? Agfa, Fuji, Kodak? Agfa n'existe plus. Ouais, ça a été peut-être racheté par... mais on va en parler, ça. La calibration d'un scanner. Et vous allez voir qu'une fois qu'on a un scanner calibré, ça va permettre aussi de faire le profil de l'imprimante. Le scanner va servir de sonde si vous n'avez pas de sonde. Bon, c'est pas l'idéal, mais c'est pas cher. On peut vraiment faire pour pas cher le profil d'un scanner avec des chartes IT8 qui vendent là, sur Colored. Ils les fabriquent eux-mêmes, ils les impriment, ils les mesurent, ils vous envoient la charte avec les données de référence. Oui, parce qu'en fait, les chartes, c'est difficile de contrôler absolument la reproduction des couleurs sur la charte. Ça ressemble à ça, une charte. C'est des échantillons couleurs. Donc c'est difficile de contrôler le rendu exactement des couleurs, et donc chaque charte est mesurée et est accompagnée de sa description, ce qui va permettre que la mesure, quand on met la charte dans le scanner, soit correcte. Mais ça, je vais vous expliquer plus en détail. Ce sera la même charte pour un Canon que pour un Epson? Oui, les chartes sont les mêmes en fait, oui. Ouais. Alors ici, ViewScan, logiciel de scan. Vous connaissez le logiciel de Lasersoft Imaging qui est Silverfast, oui, qui est bien cher, qui est bloqué pour ne fonctionner que sur un scanner. Celui-ci, ViewScan, fait à peu près la même chose, est beaucoup moins cher et fonctionne avec des milliers de scanners. Ok. Tiens, qu'est-ce que ça fait là, ce truc? Ah oui. Oui, on est dans la rubrique infographie, donc ce genre de choses à sa place. Si j'avais pu faire une 6e rubrique culture, ça serait peut-être rentré dedans. Tiens, on avait parlé de Better Scanning, les meilleurs cadres pour monter les négatifs. C'est un vieux truc aussi, j'avais déjà vu, hein, et on en a parlé, j'avais oublié que ça existait. Mais quand j'ai revu le site, je me suis dit, oui, je connais. Ok, bon, c'est un peu du vrac en infographie. Ici, le pré-flighting des PDF, c'est-à-dire avant d'envoyer un PDF chez un imprimeur, on vérifie avec un logiciel de pré-flight, donc de ce qu'on appelle le contrôle en amont. On vérifie si le PDF est correct, s'il n'y a pas des erreurs dedans, si ça ne va pas s'imprimer mal. Ah tiens, un truc qui va vous intéresser. Comment faire en sorte qu'un espace architectural ait un aspect naturel dans une photo. Ok? J'irai jeter un coup d'œil là-dessus si vous voulez. Il y en a que vous avez déjà vu? Bon. Ce genre de choses, ça peut se faire en infographie, vous savez. Hein. C'est un créneau, l'infographie 3D, orientée architecture, avec des moteurs de rendu genre V-Ray. Donc on utilise des logiciels genre Maya, 3ds Max, Cinema 4D. Et on ajoute un moteur de rendu pour faire les images, pour calculer les lumières, radiosité. Donc ça calcule les réflexions d'un objet sur l'autre. C'est très complexe comme calcul en image de synthèse, mais c'est ce qui donne des résultats visuels les plus corrects. On peut en plus de ça faire du post-processing dans un logiciel
de retouche. Si on n'est pas arrivé à avoir exactement les couleurs qu'on veut dans l'infographie, on peut post-processer dans un logiciel de retouche, évidemment. Mais ça, c'est des vraies photos. Vous êtes au courant, ça, qu'il y a des logiciels de 3D qui vous font des environnements architecturaux et on ne voit pas la différence avec des vraies photos. Il faut vraiment avoir l'œil, quoi. Enfin, vous allez voir la différence, mais le grand public, pas. Typique, le catalogue Ikea. Image de synthèse. Ok. Bon. La typographie, c'est intéressant de savoir que quand vous mettez du texte, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas vraiment votre domaine, mais si vous êtes amené à mettre du texte, ça peut vraiment être intéressant, évidemment, sur des photos. Le fait d'ajouter ne fût-ce que 2-3 mots, ça peut changer complètement le sens de la photo et lui donner de la puissance. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Si vous commencez à prendre du Comic Sans, la police vers de terre, horrible, ça ne va rien. Il y a un buzz par rapport au Comic Sans parce que c'est une police qui est vraiment moche et qui est surutilisée en fait. C'est parce qu'elle est trop utilisée. Voilà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde connaît le Comic Sans ? Voilà, donc c'est ça en fait. Hein. Vous avez des t-shirts qui se vendent en effet sur le Comic Sans avec ce genre de logo. Oui, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. On peut ajouter aussi plusieurs polices sur la même page, mais il y a des limites. Bon, donc attention. Ceci dit, il y a des polices qui sont moches, mais qui ont certains avantages, notamment pour les personnes dyslexiques. Il y a des polices moches qui permettent aux dyslexiques de mieux lire. Vous voyez, c'est les gens qui ont des problèmes pour lire. Donc attention, parfois une police moche peut avoir un certain intérêt. Ok. J'étais en train de rechercher une image en particulier assez intéressante, mais je ne la trouve plus ici. C'est pas grave. Et comment on fait pour ajouter quelqu'un sur Scoopit? Non, pour le suivre en fait. On suit ces trucs, je pense. Oui, on suit les rubriques en fait. Oui, c'est ça le principe sur Scoopit. Non, sur Scoopit, on suit les rubriques en fait, oui. Ok. Mais je dois dire que moi, je ne suis pas beaucoup les rubriques sur Scoopit. Alors, comment ça s'appelle ça? Dyslexia comme ça, évidemment. J'étais dyslexique en écrivant dyslexia. Voilà, donc vous avez ici, c'est ce que je vous disais, hein, une police de caractère pour les personnes qui sont dyslexiques. Et c'est une police qui, à première vue, est quand même assez moche, en fait. Mais ça les aide parce que le dessin de la police leur permet de mieux lire les mots, en fait. C'est ça, tout simplement. C'est le dessin de la police qui rend plus lisibles les mots pour les personnes qui ont des problèmes de dyslexie, qui ont tendance à mélanger les lettres quand ils lisent. Donc, ok, bon, alors, j'en étais où? Ah oui. Ah tiens, on en avait parlé. Vous voyez que, en fait, c'est assez simple. Hein. Quand je rencontre quelque chose sur le web pendant que je surfe et que je trouve que c'est intéressant, je m'en souviens, je le mets dans ma rubrique et aussi quand on en parle. Quand je parle de choses avec certaines personnes, autour d'un café, autour de la machine à café, voilà. Les pauses, c'est des moments où on apprend énormément de choses. Hein. Si on ne commence pas à discuter des feuilletons débiles qu'on a vus la veille, mais qu'on discute plutôt métier et boulot et matériel, ça peut être très très intéressant. Vous pouvez, pendant une pause, apprendre une information, ça prend 30 secondes pour vous la donner, et ça vous fait économiser des jours et des jours par la suite de travail, parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a une meilleure manière de faire. Donc, pas sous-estimer les pauses. C'est pas pour rien que dans certaines boîtes, on autorise les gens à prendre des pauses quand ils veulent. C'est productif.
avec un certain type de personnes. Donc les scanners Imacon, oui. C'est là que j'ai appris par exemple qu'ils ont des scanners qui permettent de scanner du 20-30. Enfin, du... Oui. Oui, c'est Hasselblad, oui. L'article est déjà un peu vieux, là. Alors, 30 choses que vous devriez savoir pour commencer un business dans la photographie. Un guide pratique pour créer des images en super résolution avec Photoshop. Donc vous passez de plusieurs images 24 mégapixels à une image 90 mégapixels. Vous êtes au courant qu'il y a une marque, je pense c'est Olympus, qui fait un appareil photo qui fait déplacer le capteur pour augmenter la résolution. Moi, c'est de ça que ça parle, je pense. Ok, ça c'est une application pour smartphone qui permet de photographier notamment la nourriture comme ça. Et après on peut tourner en fait. En réalité virtuelle, on peut tourner autour du plat. Bon, je peux aller jeter un coup d'œil, on va voir. Si j'arrive à le faire fonctionner, s'il y a un exemple. Voilà. Alors, oui, il faut bouger la boule, je crois. Et du coup, on prend plusieurs photos. Voilà, oui, on voit le raccord. Hein. Mais bon, ça veut dire que bon, on peut faire la réalité virtuelle au restaurant. Hein. C'est un business, il y a des gens qui vivent de ça. Hein. Ils vont au restaurant, ils font des critiques gastronomiques, ils font des blogs, et ça leur rapporte de l'argent si le blog a du succès. Il y a des gens qui vivent de ça. Ah ben les friteries, oui. Ok, tiens, encore une fois les scanners Imacon, je ne sais pas pourquoi. 5 situations dans lesquelles la mise au point manuelle est meilleure que l'autofocus. Ça vient souvent du même site, en fait. Hein. Mais il faut dire qu'en fait, voilà, c'est le principe. Je vais récupérer aussi des choses sur Facebook. Je suis abonné à des centaines de pages et de groupes sur Facebook. Et donc, je récupère des choses et puis je le répercute. Et alors, Scoopit, quand vous mettez quelque chose sur Scoopit, ça vous envoie sur les réseaux sociaux, si vous voulez. C'est ça qui est particulier. C'est que quand vous postez quelque chose sur Scoopit, vous pouvez décider d'abord de commenter ce que vous postez, évidemment, mais aussi que ça va également arriver sur Facebook, Twitter et plein d'autres réseaux qui sont où que je vois un peu. Voilà, là. Voilà, c'est tout ça en fait. Donc moi, quand je poste un truc sur Scoopit, ça arrive également sur un groupe Facebook, sur un groupe Twitter, je pense. Non, sur un Twitter, un utilisateur Twitter, un autre utilisateur Twitter. Tiens, il est déconnecté. Sur LinkedIn, sur une page Facebook, sur Google+. Voilà. Et je pourrais aussi l'envoyer, tiens, il est déconnecté aussi celui-là, un groupe Facebook. Non, un groupe LinkedIn. Ces deux-là sont déconnectés et devraient être connectés. Il y a un petit problème, il faut que je les reconnecte, il faut que je redonne à Scoopit mes identifiants LinkedIn. Donc vous avez dû à la base créer des comptes avant de pouvoir poster des choses sur Facebook. Ah oui, évidemment, ça suppose que tu as déjà les comptes avant. Mais c'est pas obligatoire, tu peux utiliser Scoopit sans poster sur les comptes. Mais le principe, l'intérêt de Scoopit, c'est que ça centralise en fait. Hein. Plutôt que d'aller poster un truc sur Facebook, un truc sur Twitter, un truc, ça centralise. Bon, alors, c'est quoi l'intérêt? C'est le Web 2.0, c'est le partage. Vous partagez l'information. Et vous pouvez devenir une personne de référence. Les gens vont savoir que quand ils vont voir vos pages Facebook, vos Twitter, etc., ils ont des infos intéressantes. Vous devenez une personne qui participe à la vie et vous montrez ce qui vous intéresse. Vous montrez que vous n'êtes pas juste intéressé par les jeux et les séries débiles, mais professionnellement, vous vous intéressez à plein de choses. Donc, ce n'est pas juste pour le plaisir de donner des choses gratuitement aux autres personnes. C'est aussi parce que c'est un aide-mémoire pour vous, hein, tout ce que vous postez. Ça vous permet d'organiser les choses, de vous souvenir.
et de montrer que vous êtes actif, que vous êtes passionné par votre métier, quoi. Bon, on peut aussi poster sur du WordPress, ce sont des sites web, des blogs, quoi. C'est enfin entre les deux, c'est entre le site et le blog. Sur Tumblr, ça je connais pas. Ça je connais pas non plus. Tiens, Buffer, ouais, ok. Alors il n'y a pas que Scoopit qui fait ça, il y a d'autres systèmes qui permettent de poster sur plein de réseaux sociaux d'un coup en fait. Ok, les objets les plus photogéniques, les objets de la vie de tous les jours les plus photogéniques. Oui, ceux qui ne parlent pas anglais, désolé, mais c'est vraiment un handicap, hein. Il faudrait penser à vous y mettre, parce que l'anglais est légèrement utilisé dans le monde. Ok. Etc. Et il y en a encore plein d'autres. Ah tiens. Une manière facile et rapide de faire de l'argent avec vos photographies. Ah tiens. La fonction Match Color. Oui, ça c'est tout nouveau en fait, avec CC 2014. Ça c'est la grande nouveauté en vogue pour l'instant, c'est de créer des tables des couleurs. C'est-à-dire que vous travaillez dans Photoshop, vous mettez des calques de réglage pour modifier les couleurs de vos photos. Et bien au départ de tous ces calques, vous pouvez créer une table de conversion, une table couleur. Ce qu'on appelle une LUT, une LUT, Lookup Table, une table des couleurs. Et elle va être utilisable notamment dans les logiciels qui font de la retouche vidéo. Vous allez pouvoir retoucher des vidéos avec ça. Mettre au point dans Photoshop le réglage couleur, hein, le convertir en table couleur, l'utiliser ailleurs. Ça c'est la grande nouveauté, mais ça ne fonctionne que dans CC 2014. Oui, comme il vous le montre ici, hein, vous avez une photo. Oui, premièrement la photo originale, oui. Vous créez un effet dans Photoshop avec les calques de réglage, vous exportez la table des couleurs, vous l'utilisez dans Photoshop, Premiere, After Effects et SpeedGrade. Connaissez SpeedGrade? Logiciel de retouche de films vidéo. C'est un créneau pour vous aussi, hein. Si vous avez l'œil pour retoucher des photos, vous pouvez aussi développer des compétences dans la retouche de films, ce qu'on appelle le color grading. Tous les films, vidéo et cinéma sont retouchés au niveau des couleurs. Ah oui, c'est super important, ça apporte vraiment quelque chose en plus. C'est un métier. Le color grading. Et ça, voilà, c'est... Mais bien sûr, c'est du boulot sur ordinateur, hein. Donc, pour ceux qui ont choisi la photo pour sortir et pour être dehors et pour prendre des photos, ça ne les concerne pas. Bon, encore un sujet sur l'export des tables des couleurs avec Photoshop. Ah oui, ça c'est un truc, on en a parlé, le filtre passe haut pour améliorer la netteté dans les photos. Ça vous dit quelque chose à quelqu'un? Oui? Bon, c'est un truc qui marche. Le filtre passe haut. Qui connaît ici? Une personne, deux? Ah, mais j'ai pas fait la démonstration. Il s'agit en fait de ne garder que les fréquences élevées, donc les détails, et de s'en servir. Il ne faut pas en abuser parce que c'est vite moche. Il ne faut pas en abuser, c'est vite moche quand même. Oui, il ne faut pas en abuser. Disons que ça fait partie de la panoplie des systèmes pour améliorer la netteté dans les images. Ah oui, ça c'est le remplissage intelligent. Vous connaissez dans Photoshop le remplissage intelligent. Vous avez des choses à supprimer dans les photos, vous entourez et ça va remplir avec ce qui se trouve autour. Ça vous dit rien? Bon, mais il faut savoir l'utiliser bien parce qu'en fait, ça a tendance à aller chercher parfois autour des choses qui ne devraient pas s'y trouver.
on fera une démo, si vous voulez, du remplissage intelligent. Il faut en fait supprimer, avant de faire le remplissage intelligent, il faut masquer les choses qui ne doivent pas être prises en compte. Ah oui, plutôt que de jouer avec le tampon pour essayer de maquiller une partie de la photo et supprimer un élément, autant faire du remplissage intelligent. Nouveau logiciel pour concurrencer Photoshop qui ne fonctionne que sur Mac, Affinity Photo. C'est tout récent, ça date d'il y a quelques semaines. Ils font des bonnes choses. Ils ont déjà un logiciel pour concurrencer Illustrator, Affinity Designer, et là ils viennent de sortir le concurrent de Photoshop. Et c'est très sérieux comme concurrent. Il y a d'autres logiciels qui existaient déjà. Pixelmator, même chose, qui ne fonctionne que sur Mac. Et GIMP. Mais GIMP, c'est vraiment très bas de gamme. Pour ceux qui font du web, c'est bien, mais les autres, on oublie. C'est beaucoup pour la tablette aussi, pour dessiner sur la tablette. Dessiner sur la tablette avec GIMP? Moi, je dessine beaucoup sur la tablette. Ah oui. Quelle tablette? Wacom. Ah oui, tablette Wacom, d'accord. Je pensais à Android ou iPad. Oui, mais donc, oui. Bon, tous les logiciels, en fait, de retouche et de dessin avec la tablette. Je trouve qu'elle est bien parce qu'il y a une gamme de brushes et de brushes. Ah oui, il y a beaucoup de brushes, oui. Ah oui, encore un petit sur le iPass, voilà, blablabla. Enfin, vous voyez, c'est intéressant, hein. Donc, et vous avez plein de gens comme ça qui postent des choses intéressantes qui peuvent vous faire gagner du temps, et que ce soit sur Scoopit ou sur Facebook ou Twitter ou ailleurs. Ah oui. Ça, c'est juste un truc rigolo. Et blabla, il y en a plein. Hein. Il y a plein de pages. Ça, c'est juste les derniers. Et je suis remonté jusqu'au 4 février, en fait. Donc, tout ça, c'est ce que j'ai posté depuis le 4 février, ce que je vous ai montré là, uniquement dans la rubrique qui concerne l'infographie. Donc, voilà. Dans la perspective de développer le e-learning dans l'école, à terme, je vais vous demander de créer votre compte Scoopit et de commencer à faire une récolte de contenu sur la veille technologique et artistique. On va peut-être nommer ça comme ça. Hein. ESA le 75, veille technologique et artistique. Ça vous va, ça? C'est large. On peut dire ESA le 75 photo. Vous pouvez peut-être mettre votre nom avec, voyons un peu comment on va organiser ça. Vous avez une idée? ESA le 75 photo, vous mettez votre nom ou pseudo peut-être dans le nom de la rubrique et puis veille technologique et artistique. Voilà, je pense que ça pourrait être bien. Je vais noter ça. On va voir ce que ça donne. Et puis alors, je vais m'intéresser à votre Scoopit. Au fur et à mesure de l'avancement de l'année, je vais aller voir ce que vous trouvez. Alors... ok, on avait dit photo. Hein. Ouais, ça me paraît bien. Non? Oui. On peut faire comme ça. Voilà, comme ça,
Pour ceux qui sont fatigués, c'est un démarrage en douceur. Vous allez faire ça maintenant.